Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, je vais commencer une petite expérience avec mes amis, mes lecteurs. C'est de faire des lectures de mon dernier livre, Abdelkrim d'exil en exil. Ça va être une première expérience. Je le fais parce que à partir de la semaine prochaine, je commence à faire une tournée pour des présentations de mon livre. Je commencerai mercredi prochain à Rabat, au café littéraire La Seine, au sein du cinéma Renaissance. Ça va être la troisième rencontre que je fais dans ce lieu et je serai accompagné par l'historien connu, le professeur d'histoire, Mustapha Al-Qadiri. Alors, pour vous donner un avant-goût, j'ai décidé pendant les 7 jours qui nous séparent de cette rencontre, puis il y aura d'autres rencontres dans d'autres villes du Maroc, faire des lectures comme ça. Donc vous aurez une idée un petit peu de quoi je parle dans mon livre et de comment je le fais. Aujourd'hui, j'ai choisi le troisième chapitre, donc un petit extrait du troisième chapitre qui s'appelle le chapitre La gloire à Paris, le châtiment à Fès. C'est le début de l'odyssée d'Abdelkrim et de sa famille sur la route vers son exil. C'est la page 55. C'est la page 55 et qui s'intitule sous forme avec un petit sous-titre, Taza, le 29 mai 1926. C'est à cette date que Abdelkrim va arriver à Taza. Et voilà, donc je vais vous lire ce petit extrait et on va voir si ça vous plaira et si j'arriverai donc à réussir à faire ma lecture. D'habitude, on a plus l'habitude d'écrire que de lire, mais je pense qu'il est intéressant de partager aussi ces moments de lecture, de convivialité avec mes amis, mes lecteurs, ceux qui ont lu et ceux qui n'ont jamais lu mes livres. Voilà, donc on commence. Taza, le 29 mai 1926. Abdelkrim partit de Targhist le 28 mai à l'aube vers 6 heures, monté sur son cheval à la fois silencieux et indomptable. Il avançait d'un pas régulier, déterminé. Derrière lui, le lieutenant Plantin commandait un détachement de Safi aux allures fières. Vêtu de sa djellaba grise et chaussé de babouches jaunes, il ne se distinguait pas des compagnons, son cousin Benziyen et son beau-frère Bougibar qui le suivaient de près. À 11 heures, sous un soleil de plomb et une chaleur écrasante, Abdelkrim réclama un court répit et se trouvait près du douar de Tip-Bibijin, à une quinzaine de kilomètres de la localité de Bored. Il s'arrêta sous l'ombre d'un olivier où 2 serviteurs lui apportèrent rapidement un thé à la menthe. Aucun détail de sa parure ne laissait deviner l'âme de guerrier redoutable qui sommeillait en lui, tant son allure évoquait celle d'un paysan ordinaire, heureux de son humble destin. Alors qu'il était absorbé dans ses pensées, une voiture surgit dans un nuage de poussière et s'arrêta brusquement au bord de la piste. Un Européen en descendit précipitamment, un appareil photo en bandoulière. Il paraît que le taux qui l'amena fut la première qui atteignit ces parages. Visiblement fébrile, il s'approcha et se présenta comme le correspondant d'un grand quotidien parisien. Précisons que son directeur s'était déjà rendu plusieurs fois dans le Rif pendant la guerre. Abdelkrim, d'abord surpris par cette arrivée soudaine, reconnut aussitôt le nom du journal. Détendu mais lucide, il confirma qu'il connaissait bien son directeur, ainsi que le propriétaire du journal dont il gardait de mauvais souvenirs. Pourtant, il se prêta sans impatience à la séance photo. Il semblait même disposé à engager la conversation avec le journaliste, qui, visiblement curieux, cherchait à établir un dialogue. Mais le lieutenant Plantin veillait au grain,
La rencontre fit surveiller de près, et ce n'est que plus tard que le journaliste put enfin poser quelques questions. Abdelkrim répondit avec assurance, sans hésitation, s'exprimant en arabe, tandis que chacune de ses phrases était aussitôt traduite en français. Sa voix grave et puissante résonnait avec une fermeté calme, une affirmation de soi dénuée d'agressivité. Comme vous pouvez le constater, déclara-t-il d'abord, c'est avec une totale confiance que je me rends à mon destin. Le sort des armes, après m'avoir souri, s'est retourné contre moi. Il ne pouvait en être autrement. Aujourd'hui, je réalise que j'avais tort de croire que je pourrais indéfiniment tenir tête à une puissance comme la France. Alors pourquoi avoir refusé un accord avec nous à Oujda, lui demanda le journaliste. C'est notre entêtement à ne pas vouloir accepter les concessions réclamées en raison de la présence des Espagnols que nous avions déjà vaincus. Avec la France, nous aurions signé la paix immédiatement et rendu vos prisonniers. Mais vous exigez également ceux de l'Espagne, et cela, nous pouvions l'accepter. À présent, notre situation nous oblige à tout accepter, car militairement, nous sommes battus. Nous aurions pu rassembler nos forces, affronter l'Espagne et combattre jusqu'au dernier homme. Les détails étaient envisagés, mais j'avais suivi les conseils de M. Parent et du Dr Go, envoyés par M. Stig. Pour éviter davantage d'effusion de sang dans mon pays, je choisis de me rendre à la France, en qui j'ai confiance. Savez-vous ce que l'on va faire de vous? Je n'espère qu'une chose, qu'on ne me livre pas aux Espagnols, et que ni ma famille, ni mes proches ne soient accusés de ce qui s'est joué dans les montagnes du Rif. Moi seul porte cette responsabilité, car c'est moi qui ai commandé. Les chants s'interrompirent brusquement, le silence lourd pesa sur l'air. Abdelkrim se leva rapidement, monta sur son cheval d'un geste assuré, et alors qu'il s'éloignait, ses paroles glissèrent dans le vent. Que la protection d'Allah t'accompagne. Puis, comme une ombre qui se fond dans la poussière, elle disparut au loin, suivie de ses compagnons et de son escorte. Depuis Boured, il ne fit qu'une brève halte. Abdelkrim prit place dans une automobile en direction d'Aknoul, où se trouvait le poste central du général Marty, commandant de la gendarmerie de Taza. Son arrivée ne suscita guère d'autre accueil que la curiosité des photographes amateurs du camp. Sous surveillance constante, il passa la nuit sous une tente, entouré de barbelés avec ses deux compagnons. À l'aube, il reprit route sous escorte. À son arrivée à Taza, il fut d'abord remis au général Boichu, qui le confia ensuite au colonel Huot, chef de la région, avec qui il a eu une assez longue conversation. En attendant qu'une décision soit prise sur son sort, il fut dirigé à Dar al-Makhzen, au cœur de la Kasbah de Taza. Dès l'aube, bien qu'aucune cérémonie officielle n'eût été annoncée, une foule compacte s'était pressée devant la tente du général Marty au camp Girardot. À 11 heures précises, Abdelkrim fit son entrée dans le Haut-Taza. Dans la voiture qu'il a menée, à ses côtés, le commandant Lafay affichait une réserve silencieuse. Lorsqu'ils atteignirent enfin la porte des remparts, le véhicule s'immobilisa. Abdelkrim descendit, suivi de Bougibar et de Benziane, arrivé dans les véhicules suivants. Le petit cortège s'enfonça dans les ruelles étroites de la Médina, serpentant entre les murs clos jusqu'à la maison des hôtes, où les attendait, figé dans sa dignité contrainte, le pacha de Taza. Ce représentant du Makhzen les accueillit d'un regard lourd de mépris et d'une hostilité à peine voilée. Il se contenta de réciter d'une traite une phrase de bienvenue, sans chaleur ni conviction. Cette froideur protocolaire, presque insultante, surprit Abdelkrim.
En lui-même, il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi donc les hautes autorités du protectorat avaient-elles jugé bon de déléguer un simple agent local pour l'accueillir, alors que son rang et son histoire exigeaient un tout autre traitement. L'expression fermée du pacha ne laissait guère de doute. Les officiers français auxquels il s'était rendu à Targhist l'avaient berné. Il s'attendait à des égards, il n'eut droit qu'à ce mépris glacial. Finalement, il se résigna à l'inévitable. D'un pas mesuré, s'appuyant légèrement sur une canne, il gravit une petite pente, le visage impassible. Un mince sourire teinté d'ironie effleura ses lèvres lorsqu'il saluait de la tête quelques hommes massés au loin. C'était un salut distant, presque moqueur, qui marquait à la fois son détachement et la lucidité froide avec laquelle il accueillait sa nouvelle condition. À cet instant précis, toutes les portes de Dalmakhzen se refermèrent brusquement, claquant dans l'air comme un verdict sans appel, et la petite foule qui suivait ce spectacle de loin fut promptement dispersée. Le lendemain, le capitaine Morissagne, officier interprète affecté au renseignement de Fès, va rendre visite à Abdelkrim. Chargé de veiller personnellement sur lui, Sane s'approcha d'un pas assuré, arborant un ton courtois, une bienveillance dont il était difficile de décerner si elle était sincère ou feinte. Son regard troublé par la pâleur et l'inquiétude qu'il percevait sur le visage du captif, il s'efforça de le rassurer en s'adressant à lui dans un arabe fluide, porté par un léger accent algérien. « Je suis responsable de votre sécurité et je serai également votre interprète. Je suis né en Algérie, à Bourg-Bourgij. Avec moi, tout se passera bien, vous verrez. Je suis là pour vous assister en toutes choses. » Ces paroles, pleines d'une sincérité apparente, parvinrent à dissiper l'espace d'un instant la méfiance de Abdelkrim. Une brève complicité fragile et inattendue semblait vouloir s'installer. Mais aussitôt, le visage de Sane se referma, rattrapé par le poids de sa mission. Il adopta une posture plus raide. Son ton se fait plus sec, tranchant comme une sentence. Vous avez sans doute été surpris, peut-être offensé par l'accueil qui vous a été réservé ici. Sachez que cela révèle d'une décision du gouvernement français. Les instructions sont claires, vous ne devez être ni honoré ni humilié. Vous serez traité en prisonnier de guerre, placé sous la surveillance de soldats marocains, tenu dans un isolement absolu, sans aucun contact avec l'extérieur. Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus neutre, « Toutefois, à la différence des autres détenus, vous ne serez pas enfermé dans une prison commune. Vous resterez ici, en confinement surveillé, dans l'attente de votre transfert à Fès, prévu d'ici quelques jours. Je tiens aussi à vous rassurer que l'arrivée de votre famille et de vos biens se soit déroulée dans un ordre parfait. Plus de 200 mules ont été mobilisées pour assurer leur transport. Votre frère, Si Mohamed, votre oncle Abdeslam, votre ministre, Si Mohamed Azarkan, vos secrétaires Cheddi et Hedmi, ainsi que vos domestiques sans exception, sont tous en route vers Taza. Voilà, c'est la fin de ce petit extrait, de ce long chapitre. Et il y aura la suite, donc à partir de demain, si je vois que, bon, si ça vous plaît, cette façon de lire, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'attends vos réactions et peut-être à demain.